Bonsoir à tous. Inventer le futur. On essaye tous de se projeter dans ce que sera l'avenir. Je vais vous demander de, pour le coup, vous projeter un peu vers le passé. Nous sommes en 1982. Un réalisateur de cinéma du nom de Ridley Scott essaye d'inventer la ville du futur. Nous sommes en 2019, donc autant dire aujourd'hui, à Los Angeles, dans un film bien connu qui s'appelle Blade Runner. Dans ce film qui nous projette une ville du futur, on voit beaucoup de voitures volantes, on voit beaucoup de pollution, beaucoup de fumée, des panneaux publicitaires géants, tridimensionnels. Et puis, comment inventer cette ville du futur sans cette voiture volante? Sauf qu'il y a un truc que Ridley Scott n'avait pas pensé, c'était que dans son film, pour pouvoir téléphoner, eh bien, il était obligé de garer sa voiture volante pour aller dans une cabine téléphonique dans un bar. En 1982, on prévoyait des voitures volantes, mais on n'avait pas pensé au smartphone. Prévoir le futur, finalement, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et quand on interroge en fait les Français sur la ville du futur, ils vont nous dire qu'elle ne doit pas ressembler à ça. Elle ne doit pas ressembler à une ville sombre, polluée. Ça veut dire pour les Français des enjeux avant tout d'architecture. Chaque mois dans le monde, vous avez 200 000 personnes qui viennent vivre en ville. À ce rythme-là, ça veut dire que 70% de la planète sera urbaine à l'horizon 2050. Donc, quelles que soient les projections des réalisateurs des films de science-fiction, on a de toute façon un enjeu face à cette ville du futur, face à cette concentration, qui est de devoir devenir intelligent. La ville intelligente, la ville connectée, c'est effectivement d'abord des enjeux d'architecture parce que on ne va pas pouvoir continuer à étendre les villes, ce qui justement pose des problèmes de mobilité, je vais y revenir. Donc est-ce qu'on va devoir monter en hauteur, réinventer des pyramides ou d'autres formes d'architecture? Comment est-ce qu'on va repenser la ville en termes de zones, cette ville multipolaire, où d'après les Français, on devrait pouvoir spécialiser certains quartiers. Cette étude que Dentsu a réalisée montre que pour eux, il nous faudrait bien un quartier dans lequel on va aller travailler, par exemple, un autre quartier qui serait plutôt dédié dans la ville à des rencontres autour des loisirs, par exemple. Et puis, une dernière dimension à laquelle les Français pensent. Pour eux, la ville de demain n'existera pas si ce n'est pas cette smart city connectée, donc un enjeu de data, d'interopérabilité entre différents systèmes de data. Et potentiellement, c'est la conjonction de ces trois systèmes qui va intéresser les Français. Si on interroge maintenant des professionnels, pour eux, la vision de la smart city passe avant tout par une définition pour pouvoir faire avancer les choses. On va dire qu'une smart city, c'est 6 dimensions qui doivent travailler ensemble. Une logique économique, une logique de mobilité, une logique d'environnement, d'habitat, de mode de vie, mais aussi d'administration. Si vous n'avez pas l'un de ces 6 éléments, on n'est pas dans la smart city telle qu'on pourrait l'imaginer. Et voyez que ça intègre bien sûr des logiques écologiques. On a aujourd'hui à peu près une vingtaine de métropoles qui se sont sérieusement lancées dans toutes ces logiques énergétiques, écologiques, mobilité, dans des réflexions. Mais on va le voir, on n'en est qu'au début. Certaines villes accélèrent plus rapidement parce qu'elles ont la capacité à détruire pour recréer, ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément en France. Si vous allez en Asie, quand vous créez de toutes pièces une ville, c'est plus facile d'aller intégrer des nouvelles technologies que de devoir casser de l'existant qui n'est pas encore forcément amorti pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Quelques petits exemples intéressants à noter. Là, nous sommes à Nice, par exemple. Vous avez Christian Estrosi qui réfléchit par exemple à créer des poubelles connectées avec des capteurs pour envoyer les camions vider les poubelles quand elles sont pleines et pas seulement à moitié pleines. Vous avez des logiques de lampadaires connectés. 40% du budget des municipalités autour de l'éclairage public, c'est colossal. Donc si on peut par exemple réduire l'intensité lumineuse s'il n'y a pas de trafic dans la ville, ça peut être intéressant. Le parking.
Cette pollution qui est générée par des voitures qui tournent parce qu'elles cherchent une place pour pouvoir se garer, si dans votre voiture connectée on est capable de vous adresser vers la place de parking disponible la plus proche, non seulement vous gagnez du temps, mais vous polluez moins également. Et puis une initiative comme celle que vous avez en bas à droite, qui s'appelle Nantes dans ma poche, en Loire-Atlantique, qui a été gérée par Orange, qui a réussi à mettre autour de la table tout un tas d'acteurs de la Smart City, des écoles, des cinémas, des piscines, des acteurs de la météo, etc., pour proposer un portail à leurs habitants, une seule et même application dans laquelle toutes les données vont pouvoir converger. Mais la Smart City, c'est aussi envisager, par exemple, des nouvelles technologies pour rentrer dans ce qu'on va appeler les civic tech, aller interroger le public pour savoir comment il aimerait voir évoluer sa ville, comment est-ce qu'on va pouvoir envisager du vote, des logiques participatives, intégrer davantage d'individus dans les décisions de la ville pour que le politique joue son rôle de proximité également et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des élites qui décident à votre place. Mais la mobilité, on l'a vu, c'est l'un des enjeux qui peut-être est l'un des plus importants, puisque si on étend la population d'une ville, eh bien plus on va l'étendre de manière horizontale, plus on aura besoin mécaniquement de se déplacer. Plus vous allez accueillir des entreprises, plus vous aurez cet enjeu de mobilité. Et la région Île-de-France réfléchit énormément à ces enjeux-là. Ils en ont plusieurs sur la feuille de route. Ils ont notamment quelques petites choses comme les Jeux Olympiques à organiser, donc en termes de mobilité, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter, mais avant ça, il y a même des coupes du monde de rugby à organiser. Donc face à toutes ces échéances, de nombreux groupes de travail se mettent en place pour réfléchir à la mobilité du futur, et vous voyez là par exemple en région Île-de-France, vous avez des think tanks comme ça qui éditent des livres blancs avec 10 actions à aller mettre en place rapidement. Et donc ces logiques de mobilité croissante doivent absolument être intégrées aujourd'hui. À l'heure où on sort du salon de l'auto, où on nous parle de véhicules électriques, où tous les constructeurs automobiles réfléchissent à proposer non plus des produits, non plus des automobiles, mais des services de mobilité, on risque de voir apparaître une véritable concurrence sur ce territoire de la mobilité, alors que les villes se posent des questions. Et soyons clairs, les villes aujourd'hui n'ont pas forcément les ressources financières pour aller transformer de fond en comble ces logiques de mobilité. Moi, je me souviens avoir fait une conférence il y a quelques temps où on proposait des logiques de partenariat public-privé avec des municipalités pour faire avancer les choses. Et un élu me disait, en gros, vous voulez proposer des services financés par la publicité, c'est ça, ben moi je préfère mourir droit dans mes bottes que pactiser avec le diable. C'est des mots quand même très violents. Je dis, c'est moi, l'entreprise, le diable, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et pour autant, on le voit partout sur la planète, ces partenariats publics-privés sont absolument incontournables. Quand on parle avec des experts de la Smart City, ils nous disent on ne pourra pas inventer demain sans ces logiques collaboratives. On ne pourra pas travailler ça seul. Et ça veut dire que réfléchir à la mobilité, c'est des logiques collaboratives économiques différentes, mais ça veut dire aussi penser le temps, penser l'espace, penser la ville de manière différente. Et notamment, quand on se pose la question des transports en commun, puisqu'on ne peut pas imaginer la ville du futur sans davantage de transports en commun, comme je le disais, on ne veut pas cette vision de la ville polluée, etc. On voit des initiatives quand même assez intéressantes, de certaines qui existent déjà. Peut-être que vous connaissez ce téléphérique urbain. Alors, plusieurs métropoles qui réfléchissent à ces logiques de téléphérique, et on n'est pas à la montagne, hein. Là on est en l'occurrence à Brest, donc pas forcément très vallonné, mais ça peut être intéressant. Ces véhicules autonomes et électriques qu'on voit apparaître dans des quartiers comme à La Défense ou à Lyon, et des projets un petit peu plus futuristes, comme ce fameux Hyperloop, vous savez, ces capsules dans lesquelles on va pouvoir nous projeter à 1000 km/h. Alors, entre les projets vraiment fantasques d'il y a quelques années où on faisait du sous-vide parfait dans ces capsules, ce qui est absolument impossible d'un point de vue physique, on avance. Mais vous avez Guillaume Pépi, par exemple, qui a signé des accords de partenariat avec cette société d'Elon Musk pour réfléchir à créer une ligne Paris-Marseille dans ces capsules. Ça vous ferait un Paris-Marseille en 45 minutes. Soit dit en passant. Et donc voilà, les premiers tests, notamment dans le désert, ont été réalisés relativement récemment. D'autres projets, on va vous dire, là on est à Denver, quand on voit le temps perdu dans les embouteillages,
voyez cette voie par exemple que vous avez au milieu, cette voie qui va très très vite, c'est pas les voitures qui roulent aussi vite que ça. Vous savez, quand vous prenez, vous avez forcément vu ça dans des transports en commun, dans le métro ou le RER à Paris, vous savez, vous avez les travélators, comme on appelle ça. Donc en gros, vous prenez, marchez un petit peu plus vite pour monter sur ce tapis roulant qui accélère. Bah, ça, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, votre voiture va monter sur un tapis roulant qui, du coup, va aller accélérer. Et là, pareil, c'est des tests, alors vrai, pas vrai, ce qui est toujours un peu le problème de ces projets qui sont très très bien vendus en vidéo, mais qui, sur des réalités économiques, vont voilà, se confronter à certains problèmes dans le futur. Quand je suis allé au CES en début d'année, ce qui m'a vraiment frappé, c'était que la mobilité était partout. J'étais sur un salon de l'auto bis, et d'ailleurs le salon de l'auto réfléchit à trouver un autre nom, justement, ça s'appelle le salon de la mobilité électrique urbaine individuelle, là encore face à ces logiques de pollution, des logiques de smart ticketing avec des startups qui réfléchissent à dématérialiser le ticket de transport, ce qui est un vaste enjeu, on en reparlera tout à l'heure. Et puis des experts de la mobilité qui vous disent en fait les gagnants dans cette smart city et ces enjeux de mobilité demain ne seront pas forcément ceux qui auront la capacité de fabriquer ces logiques de transport électrique, mais ceux qui auront la capacité d'organiser la mobilité, ce qui est un enjeu beaucoup plus complexe. Et dans ces enjeux, bien évidemment, vous avez un élément central qui est la voiture. Voiture autonome qu'on nous prévoit pour 2030. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sachant que l'enjeu n'est pas véritablement technologique, il est beaucoup plus légal. J'en parlais juste avant cette conférence. J'échangeais avec les responsables de Renault sur ces véhicules autonomes qui nous disaient en laboratoire ça fonctionne très bien, mais tant que l'État n'aura pas légiféré sur les responsabilités en cas d'accident provoqué par un véhicule autonome, nous n'y irons pas. Donc oui, on peut continuer à accélérer sur ces niveaux. Vous savez, vous avez jusqu'à 6 niveaux dans la voiture autonome. Le 6e niveau étant celle où vous pouvez dormir avec la voiture qui prend véritablement toutes les décisions. Donc des enjeux légaux plus que technologiques. Une conférence qui au CES m'a vraiment marqué, une conférence inaugurale avec le patron de Ford qui nous disait en fait que c'est l'automobile qui avait structuré la société telle qu'on la connaissait. C'est l'automobile qui a donné accès à l'éducation à la majorité. C'est l'automobile qui a repoussé l'agriculture en périphérie des villes, sauf qu'il faisait le constat qu'on était aujourd'hui arrivé à saturation et qu'il fallait réinventer le modèle automobile pour ce qu'elle devait être. Et donc ce qu'il nous disait, streets intended for living, plutôt que des routes pour des voitures. Ils ont proposé un espèce d'écosystème complètement ouvert avec un langage qui s'appelle le CV2X qu'ils proposent gratuitement aux acteurs du mobilier urbain, des villes, de l'automobile, en disant si on veut que tous ces éléments communiquent ensemble, les autoroutes, les voitures, le mobilier urbain, les bâtiments, si on veut que tous ces éléments se parlent, il faut qu'ils parlent le même langage. Et donc il faut déjà commencer par là. Donc ils espèrent que ce CV2X sera le langage universel de la Smart City de demain. Au salon de l'auto récemment, je vous disais réinventer le temps grâce à la voiture autonome, on a vu Carlos Ghosn et Renault proposer leur vision qu'ils appellent donc AEX, Augmented Editorial Experience, de nombreux accords entre des fournisseurs de contenu et des constructeurs automobiles. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette voiture si elle se conduit toute seule ? On va récupérer du temps. Alors, on pourrait en profiter pour regarder des films, pour apprendre des choses, pour travailler. Finalement, cette voiture autonome fait un trait d'union entre l'espace de travail, qu'il va également falloir réinventer. Les enjeux de mobilité passent aussi par ça. Le fait de travailler à domicile, le fait de pouvoir travailler dans sa voiture sont autant d'éléments qui sont importants. Et ce qui m'a frappé vraiment au CES, c'est que beaucoup d'acteurs nous parlaient de la voiture alors que ce ne sont pas des constructeurs automobiles. Vous voyez des acteurs comme Bosch, Pioneer, Sony, qui sont en train d'essayer d'inventer l'expérience de la voiture autonome de demain. Donc beaucoup plus le cockpit que le moteur en tant que tel. Donc beaucoup d'acteurs qui réfléchissent à tout ça, et bien sûr dans ces partenariats publics-privés, dans les logiques de financement, on réfléchit à des logiques publicitaires. Là vous êtes dans le métro de Shanghai, où vous avez d'ores et déjà de la publicité qui est projetée sur les vitres du métro, plutôt que d'être dans un tunnel tout noir
Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ces vitres pour ça? Et vous imaginez bien que des acteurs comme des JC Deco ou des Clear Channel, par exemple, réfléchissent au pare-brise du futur, puisque les panneaux 4x3 que vous ne regarderiez plus pourraient être remplacés par d'autres formes de communication à l'intérieur du véhicule. Et chez Denso, on va donc tester tout ça auprès des Français pour essayer de comprendre quelles pourraient être les formes de communication dans la Smart City de demain. Donc, la publicité dans les villes de demain serait peut-être moins de la publicité, mais on le voit, peut-être des logiques où les marques, plutôt que de dire qu'elles sont les meilleures, les plus belles, les plus fortes, mais vous proposeraient d'essayer. On l'a vu par exemple, c'est ce que vous avez en haut à gauche, un exemple que j'aime bien. La marque Philips veut démontrer qu'elle est experte dans la lumière. Plutôt que de faire de la publicité, là vous êtes à Milan, en Italie, elle a proposé à la ville qui n'avait plus un radis, 1 euro pour aller financer des décorations de Noël modernes, de dire laissez tomber, moi je vais prendre en charge les décorations dans la ville, simplement en échange d'une petite plaque qui va dire que ces décorations de Noël vous sont offertes par Philips. Le public voit très clairement qu'effectivement ils savent faire des choses dans la lumière. Donc voilà un exemple de partenariat public-privé dans des logiques de financement de nouveaux services que les villes ne peuvent pas forcément financer, qui sont intéressantes. Du Wi-Fi offert également gracieusement par des marques. Et je vous parlais tout à l'heure de Civic Tech. On peut envisager également que les panneaux publicitaires puissent servir dans le futur à vous exprimer. Donnez votre avis sur les actions du maire, que le maire aille faire des sondages en temps réel auprès des citoyens pour valider le fait de prendre telle ou telle décision. Donc vous voyez finalement beaucoup de possibles, beaucoup de questions plus que de réponses, mais la mobilité au sein de la Smart City est véritablement un enjeu essentiel. Et si je devais résumer différents types de questions qu'on pourrait se poser, bien on pourrait se dire, est-ce qu'il faut croire à ces projets un petit peu fous de voitures autonomes, de voies hyper rapides sur des tapis roulants pour aller dans des aéroports? Est-ce qu'on peut véritablement aller vers une ville plus verte, plus écologique, s'il n'y a pas des décisions légales qui sont prises pour quelque part obliger les entreprises à considérer différents types de solutions? Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiques économiques derrière ces transformations qui sont importantes. Est-ce que finalement, il y a une recette miracle pour transformer une ville, pour inventer la mobilité demain, ou est-ce qu'il faut penser chaque ville séparément? Comment est-ce que du coup l'État et les métropoles doivent aborder ces logiques de transformation? Et si la SNCF qui nous dit « mais moi je ne suis plus un acteur du train, je suis un acteur de la mobilité, et je vais proposer des services de mobilité demain », et donc un discours qui est exactement le même que celui de Peugeot, mais aussi de la RATP en Île-de-France, qui sera l'acteur qui demain deviendra un acteur majeur de la mobilité? Eh bien pour répondre à toutes ces questions, on a essayé pour vous ce soir de rassembler différents experts de la Smart City et de la mobilité de demain, à la fois sur des logiques de plutôt B2B, des logiques un peu plus B2C, des logiques un peu plus consulting ou prospective. Et c'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir nos 3 intervenants de la table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer tout de suite.